Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonjour la cryptosphère. Allez, on débute direct avec notre Fear and Greed Index côté Bitcoin qui se trouve à 78 dans l'extrême grid. Et ça fait plaisir du côté des marchés US. Pas de changement, on est toujours dans le neutral à 45. Je vais pas vous retenir plus longtemps, vous pouvez enfin vous installer confortablement, votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo, c'était Zap Crypto. Deuxième news ce matin, acheter du Bitcoin, c'est le milliardaire Ricardo Salinas Pliego qui lance ça sur tout simplement un fonds d'inflation gigantesque dans pas mal de pays dans le monde. Et donc, alors, c'est milliardaire Ricardo Salinas Pliego qui aime le Bitcoin, qui a des énormes entreprises, le Grupo Salinas et le Grupo Electra. Et en plus, il accepte le Bitcoin dans ses groupes, donc tu sens bien que lui, il est très bullish. Et donc, on rappelle aussi que le Naira local a connu une dévaluation gigantesque. Il y a plusieurs pays qui ont eu une dévaluation énorme de leur monnaie. Et par exemple, on avait partagé la news, donc le Naira du Nigeria est passé sous 1 Satoshi, tu vois. C'est hallucinant. Donc là, on en parlait il y a quelques jours. Quand ta monnaie locale passe sous le socle d'un Satoshi, je te rappelle que un Bitcoin, c'est 100 millions de Satoshi, il y a un gros problème, quoi. Tu vois, peut-être le Satoshi, ça sera l'unité de mesure de la monnaie fiat. Tu passes en dessous, ta monnaie, tu la mets à poubelle et tu passes Bitcoin. Bon. Et donc, là, le Naira local vaut moins d'un Satoshi. Hallucinant. Et Ricardo invite donc les locaux à acheter du Bitcoin pour se protéger contre l'hyperinflation. Et ça, c'est marrant parce que c'est pas le premier. Ces dernières années, on a eu beaucoup de grands noms de la finance mondiale. Et Ricardo, avant tout, c'est un milliardaire de la finance traditionnelle, qui après s'est mis au Bitcoin parce qu'il a vu que c'était bien, qui appelle à beaucoup de pays à se protéger, aux habitants, à acheter du Bitcoin pour vous protéger contre votre pays qui fait n'importe quoi et la monnaie qui dévalue totalement. Il y a eu Michael Saylor et plein d'autres milliardaires, Mark Cuban et compagnie, qui ont appelé à ça. Tu veux qu'au bout d'un moment, on a beaucoup qui appellent à ça, c'est pas pour enquiquiner les gens, c'est pour un peu leur dire, trouvez une solution. Et pour les gens, il faut qu'ils trouvent une solution. Donc le gouvernement nigérien essaie d'endiguer cette chute catastrophique du Naira, qui a perdu 70% en un an. Et imagine-toi si on était dans cette situation en France, que l'euro était en train de se casser la gueule chaque semaine où tu vas faire les courses, t'as les prix qui explosent, parce que si l'euro se casse la tronche, ça veut dire que les banques centrales de Carrefour, Auchan et tout achètent beaucoup plus cher les produits à l'extérieur et donc répercutent le prix sur les magasins. Et donc t'arrives, ton paquet d'œufs il coûte 3 €, ton petit paquet, puis après il passe à 6, après à 9, puis à 12, et t'es là et ton caddie au lieu de 150 balles il passe à 200, 250, 300, 400 balles chaque semaine. Et là tu te dis oups, il y a un gros problème. Et donc ton euro, si tu le laisses en euros, tu perds juste de l'argent, tu perds du pouvoir d'achat, tandis que si tu le mets dans quelque chose de plus stable, là, tu perds moins. C'est l'idée. La mauvaise nouvelle, dans un sens, c'est Binance ici qui nous annonce qu'avec ou à cause de la régulation MiCA qui pointe son nez avec un début le 30 juin 2024, ça peut impacter les stablecoins. Tu sais, c'est un gros sujet au niveau des stablecoins ici. Et Binance, en gros, nous prépare comme quoi il y a des stablecoins qui vont être délistés, en tout cas qui ne seront pas possibles d'utiliser sur la plateforme Binance. Alors, j'ai beau chercher, ils n'ont pas donné de stablecoin en particulier, mais en gros, tous les stablecoins qui ne sont pas régulés, et il n'y en a pas beaucoup qui sont régulés, à part l'USDC, et je pense que l'USDT, qui est le plus gros stablecoin, si on regarde ici sur CoinMarketCap, l'USDT, c'est quand même 112 milliards de dollars ici, alors que l'USDC, on est seulement à 32 milliards ici, donc c'est pas du tout la même chose. Les deux plus gros, c'est ceux-là, USDT, USDC. Avant, il y avait le BUSD, etc. Mais le seul qui est régulé, c'est USDC. Donc, est-ce la mort de l'USDT en Europe? Je précise en Europe. Probablement, en tout cas, Binance nous prépare à cela dans ses différents articles. Tu as dû recevoir des mails ou sinon, tu le vois directement sur le site internet. Et maintenant, on va parler de Binance avec une polémique dernièrement sur Binance avec un utilisateur qui s'est plaint sur les réseaux sociaux d'avoir été victime d'un piratage sur Binance. En fait, comment ça s'est passé? Cet utilisateur a eu son ordinateur qui a été compromis par une extension Chrome et en fait, du coup, l'extension était malveillante. L'utilisateur du coup a eu son compte Binance qui a été piraté parce qu'une fois que vous avez une extension Chrome piratée, l'extension peut accéder à tous vos cookies et du coup peut accéder à tous les sites sur lesquels vous êtes connecté, par exemple Gmail ou autre.
Et là, la personne a accédé, du coup, enfin, le hacker a accédé au compte Binance de la personne. Après, le hacker ne peut pas retirer les fonds parce qu'il y a une authentification forte qui est demandée et ça peut pas être contourné. Mais qu'est-ce qu'il peut faire le hacker en étant juste connecté à son compte Coinbase, enfin au compte Coinbase de quelqu'un? Il peut réaliser des trades sans aucune autre authentification. Et c'est ce qui a été fait. Le hacker a réalisé plein de trades qui ont été profitables en tradant sur des coins avec faible liquidité, en faisant plein de choses et où il a profité de manière indirecte grâce au compte de la personne. Par exemple, en allant vendre plein de tokens à faible liquidité d'un coup, et lui, de l'autre côté, il va shorter le token. On peut imaginer plein de scénarios différents, indirects, où le hacker peut profiter. C'était une baleine. Du coup, il y a eu plus d'1 million de dollars de pertes pour cette personne. Mais bon, le cofondateur de Binance dit, c'est la personne qui s'est fait pirater son compte, et au final, c'est pas notre faute. Et effectivement, c'est difficile de se protéger de ce type de choses. Sinon, pour se protéger, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait imaginer qu'à chaque fois que vous réalisez un trade sur un exchange, sur Binance ou autre, qu'on vous redemande votre mot de passe ou qu'on vous redemande une authentification. C'est complètement illusoire, c'est inimaginable de faire ça, de dégrader l'expérience utilisateur pour tout le monde, pour des cas un peu à la marge comme ça. Il faut aussi d'une certaine manière responsabiliser les utilisateurs et du coup faire attention sur les applications que vous téléchargez. Et aussi, moi ce que je vous dis toujours, ne stockez pas trop d'argent dans un exchange ou ne stockez pas l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre sur un exchange parce que ce type de scénario est clairement possible et il faut vraiment être vigilant. On vous a fait un thread sur la sécurité, l'adresse de poissonning, ça s'appelle comme ça. Alors pourquoi on vous a fait un thread là-dessus? Parce qu'en fait ça a été pas mal utilisé récemment. Il y a eu pas mal d'attaques qui ont fait des dégâts dans l'écosystème via cette technique d'hameçonnage. En fait c'est très con, hein. Ça joue uniquement sur une erreur humaine en fait. C'est vous-même qui faites l'erreur et du coup en fait ce qui est bien pour le hacker, c'est que en fait c'est pas vraiment de sa faute. Même s'il a tout mis en place, c'est vous finalement qui faites l'action. En gros ce qu'il fait c'est que il va sélectionner exactement les mêmes adresses que vous avez dans votre portefeuille, dans lesquelles vous faites des envois, et il va vous envoyer des petits montants. Et en fait, quand vous allez vouloir copier votre adresse, si vous faites l'erreur de reprendre une adresse que vous avez envoyée dans votre historique, et en fait, vous pouvez copier la mauvaise adresse et du coup l'adresse du hacker. Et du coup, envoyer les fonds en pensant que c'est à votre adresse, alors qu'en fait, c'est à l'adresse du hacker. Et du coup, faire attention à ça. Alors, c'est plus de l'inattention et c'est plus un peu de la flemmardise de pas vraiment prendre la bonne adresse qui est en face de vous. Du coup, le seul moyen de contrer ça, c'est juste de mettre en place, on l'explique ici, mettre en place des whitelists sur Roulette, ça marche bien. Et aussi, juste examiner correctement l'adresse. C'est-à-dire que moi, ce que je fais à chaque fois, c'est très simple. Je vérifie 2-3 fois si je suis sur la bonne crypto, la bonne blockchain, et ensuite je vérifie pareil 2-3 fois les 5 premières lettres de mon adresse et les 5 dernières. Et je vérifie bien. Et des fois, je regarde même au milieu quand c'est un montant plus important. Moi, ça permet de pas faire l'erreur et de pas se faire avoir. Parce que voilà, l'avantage des cryptos, c'est qu'on peut tout faire comme ça décentralisé, mais le désavantage, c'est que s'il y a un problème, c'est compliqué, quoi. Il n'y a pas de remboursement possible. La différence de plus-value entre les 20 000 et les 100 000, qui paye l'impôt et combien? Est-ce que ça a répondu à la question? J'ai pas compris. Justement, en fait, le fait de donner n'est pas un élément qui va déclencher de la plus-value sur les actifs qui sont donnés. En fait, j'ai acheté du Bitcoin à 20 000, il est passé à 100 000. Le fait de les donner ne va pas déclencher chez celui qui avait acheté les Bitcoins d'imposition. Ça va déclencher l'application des droits de donation ou des droits de succession selon la manière dont c'est, si c'est une transmission à cause de mort ou entre vifs. Mais voilà, c'est juste les droits de donation qui vont s'appliquer. Qui paye les droits de donation? Par principe, c'est celui qui reçoit qui paye les droits de donation. Mais il est possible, dans l'acte de donation, de prévoir que c'est celui qui donne qui va payer les droits de donation. Étant précisé que la prise en charge de cette droit de donation par celui qui donne ne constitue pas elle-même un supplément de droit de donation. Voilà, donc on voit que Bitpanda s'associe à la Deutsche Bank, en fait, la plus grosse allemande, pour faciliter les transactions crypto. Donc là, a priori, la Deutsche Bank fournira via Bitpanda un IBAN pour traiter les dépôts et retraits des clients et faciliter les swaps en crypto. C'est plutôt pas mal, on va dire. C'est quand même une excellente nouvelle pour l'adoption. C'est comme si, par exemple, je sais pas, on apprenait que la plus grande banque française, eh bien, entre guillemets, acceptait les crypto-monnaies et proposait de faire ce genre de prestations. C'est quand même quelque chose vraiment intéressant, quoi. Vous avez ça, c'est-à-dire que vous avez la première phase où le Bitcoin reprend une phase haussière, ce qu'on a déjà eu depuis un certain temps, va dépasser son ATH. Ensuite, l'Ether est censé surperformer le Bitcoin. Et ensuite, une fois qu'il y a de l'argent qui a été fait sur ces deux grosses cryptos, une grosse partie de cet argent va aller se déverser sur des cryptos un peu plus spéculatives. Dans un premier temps, les grosses capitalisations. Et ensuite, c'est dans la phase numéro 4 qu'on arrive à la alt season. Et c'est là où tout augmente de manière parabolique.
en fonction de la spéculation et en fonction de la liquidité sur les projets dans lesquels vous allez investir. Plus la liquidité sera faible et plus vous allez descendre en fait sur CoinMarketCap, plus vous avez des potentiels de rendement qui sont importants, mais avec une volatilité aussi qui sera super élevée. Et c'est pour ça qu'il faut rester super vigilant, parce que si vous êtes sur des coins de cycle 1 avec un tout nouveau schéma narratif, c'est là en général où vous êtes sur un ROI qui va être le plus élevé possible, parce que vous voyez la flèche elle va vers la droite, hein. Plus on va vers la droite, plus le ROI, le retour sur investissement est faible, et là en dessous, plus on va vers la gauche, plus le risque est élevé, ce qui est normal. Si vous êtes sur un coin de type 1, de cycle 1 avec un nouveau schéma narratif. Par exemple, tous les coins liés à l'intelligence artificielle, c'est des coins qui n'ont pas encore connu de cycle et qui en plus de ça sont en vogue en ce moment. Mais c'est très compliqué de faire des analyses fondamentales sur ces projets de manière objective parce que au final, c'est des projets qui viennent tout juste de se lancer. Donc, vous prenez un risque plus élevé. Donc, en général, c'est des projets qui vont pumper plus tôt et qui, en plus de ça, du coup, vont avoir un risque qui est plus important. Et plus vous avancez sur cette frise, donc des coins de cycle 1, cycle 2, cycle 3, avec des anciens schémas narratifs, moins vous allez avoir un retour sur, plus vous allez avoir un retour sur investissement qui va être faible, et plus vous allez avoir un risque aussi qui va baisser, parce qu'un coin qui a à chaque fois redépassé son précédent plus haut, comme le Bitcoin ou comme l'Ether, forcément vous prenez pas le même risque en investissant sur ces projets que si vous investissez sur le énième shitcoin. On va aller commencer par la macroéconomie. Ça va démarrer, ça va être le plat de résistance. On va avoir prix à la production. De toute façon, dès qu'il y a une statistique avec prix, surtout quand ça touche les USA, c'est très sensible. Là, c'est l'Europe, c'est important parce que dès demain, décision de la BCE, ça va être hyper important. On attend enfin la première baisse des taux depuis plusieurs années, depuis presque 3 ans, j'ai l'impression, au moins 2 ans. Et on va passer de 4 à 3,75. C'est ce qu'espère le consensus. On n'espère aucune déception et on espère un discours favorable pour la suite parce que bien évidemment, les financiers sont gourmands avec la liquidité. Ils espèrent que ce n'est que le début d'un nouveau cycle avec des taux qui vont baisser. Grosso modo, sur 2 ans, on va redescendre à 2,5 par exemple. Il y a un sondage également qui est sorti aux États-Unis ces derniers jours. 50%, même plus de 50% des gens sondés pensent qu'on est déjà en récession aux États-Unis. C'est en tout cas comme ça qu'ils le perçoivent. C'est pas comme ça que les chiffres le vont, mais c'est comme ça que les gens le vivent. Et ça, c'est pas non plus rassurant pour l'état du consommateur. Un autre chiffre qui est sorti récemment, la demande des prêts hypothécaires aux États-Unis est au plus bas depuis 30 ans. Alors ça s'explique par le niveau des taux. Forcément, quand vous prenez une hypothèque à 7% sur 30 ans, ça motive moyennement. Mais même si les taux baissent de 0,25 au mois de septembre, ça va pas faire effondrer le taux hypothécaire à 4%. Donc on a aussi un problème au niveau de l'immobilier. Pour l'instant, on veut pas vraiment le voir, mais on sent quand même que ça continue de mettre une certaine pression sur les marchés et ça montre aussi que l'économie est un peu en train de tourner au ralenti. Eh bien, il faut aussi noter qu'aujourd'hui, la dette totale des ménages aux États-Unis est de 17 700 milliards de dollars. Donc ça, c'est quand même un truc historiquement très élevé et donc aussi très dangereux. Et en plus de la dette des ménages, dans ce package compris, il y a 1200 milliards qui sont dédiés uniquement aux cartes de crédit, avec des taux moyens autour de 20-22% sur les cartes de crédit. Ça, c'est aussi une espèce d'épine dans le pied qui pose quelques problèmes. Je vous parle même pas de la dette américaine, la dette du gouvernement à plus de 34 000 milliards. Les intérêts de la dette sont en train d'arriver à des niveaux qui frisent le même niveau que le budget militaire américain, et c'est pas peu dire. Donc ça, c'est également un problème qui peut peser à terme, parce que pour l'instant, on veut pas le voir. Mais l'exposition, le montant de la dette par rapport au PIB américain est en train d'exploser. Et c'est pas quelque chose qui c'est pas une habitude qu'on a aux États-Unis ces dernières décennies, mais là, on est en train de monter dans une situation qui est extrêmement critique, qui se rapproche quand même gentiment de certains pays qui ont fait défaut sur leur dette il y a quelques années ou encore récemment. Donc ça non plus, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne nouvelle à garder en tête. Et je vous parle même pas des élections américaines qui approchent. Si vous avez tout d'un coup le pays qui fait vraiment un pas en direction de la récession dans les mois qui viennent, ça va être très compliqué pour Joe Biden, ça va être plus facile pour monsieur Donald Trump, mais est-ce qu'on veut avoir Donald Trump à la présidence au mois de novembre ou est-ce qu'on préfère garder encore monsieur Prompteur et jusqu'à les 4 prochaines années, enfin pas autant qu'ils tiennent les 4 prochaines années. On a vraiment des gros doutes par rapport à qui va diriger ce pays ces prochaines années et comment il va le diriger. Et dans les deux cas, aujourd'hui, on a encore vu hier monsieur Biden qui a signé une nouvelle loi contre l'immigration. Il fait un grand virage à droite au niveau de l'immigration pour essayer de récupérer l'électorat de droite de Trump, pour essayer de grappiller quelques voix. On sent qu'il est aussi mal pris. Donc on a une énorme instabilité politique, on a une économie qui est en train de branler aux manches, et on a une inflation qui veut pas baisser et l'économie qui ralentit. Alors on est content de voir que potentiellement par rapport aux chiffres, les taux vont baisser, mais franchement, la photo globale, elle n'est pas exceptionnelle non plus. Tout ça pour vous dire que je suis pas en train de dire qu'on va tous mourir. Le seul truc, c'est que pour l'instant, il y a quand même des choses qui vont pas bien.
bien et que malgré tout, on a toujours cette tendance à aller chercher la bonne nouvelle au milieu de la nouvelle pourrie. Alors tant mieux pour les marchés et je reste pratiquement convaincu qu'on va aller chercher les plus hauts historiques avant toute chose, mais il y a quand même une espèce de truc qui est en train de se construire. Je suis pas en train de me transformer en morning bear, mais il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans la mauvaise direction et ça, on peut pas non plus le nier et se le cacher encore pendant des mois et des mois. On va s'intéresser rapidement au dollar parce que finalement, il se passe toujours pas grand-chose. Alors bien entendu, on est revenu taper le haut de notre range et puis petit rejet. Donc bon, ça c'est tout va bien. C'est plutôt bon signe. Maintenant, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait vraiment, c'est ce qui se dirige vers le bas du range et qui casse le range vers le bas, ce qui annoncerait probablement une forte chute et du coup, ce serait extrêmement bullish sur le Bitcoin. Et bien entendu, à l'inverse, ce qu'on veut pas, c'est remonter et puis casser le range vers le haut. Mais bon, on est toujours dans le range, donc on a dit que tant qu'il reste dans le range, finalement, on s'en fout. Voilà, c'est sur du long terme, du moins, ça gêne pas trop le Bitcoin. Alors bien sûr, quand il y a des petites remontadas comme ça sur plusieurs semaines, ça va entraîner un petit ralentissement ou une correction sur le Bitcoin, mais rien d'inquiétant. Et pareil, quand on rechute, le Bitcoin il remonte un peu, mais on parle de court moyen terme, donc ça n'a pas trop d'importance. Donc tant qu'on reste dans le range, finalement, ça va pas freiner trop le Bitcoin. Voilà. Mais ce qu'il faut surtout pas, bien entendu, c'est casser ce range vers le haut et se diriger bien vers la zone de rechargement de short et puis même vers des nouveaux sommets. Là, ce serait problématique. Le Bitcoin qui lui est parti chercher un plus haut, donc il est parti chercher les vendeurs, et lui, le dollar index qui est parti chercher un plus bas, donc il est parti chasser les acheteurs. Donc si la BCE baisse ses taux, automatiquement le dollar index, on peut le voir remonter, je pense, et éventuellement les assets à risque, s'ils sont corrélés à ce mouvement du dollar index, sachant que le Bitcoin, lui, est venu chercher les plus hauts, pourrait éventuellement chasser dans l'autre sens. On est venu chasser ce plus haut weekly, on en a un autre juste ici à 72 187, ça peut être clairement un objectif également. Personnellement, je vois rien de baissier pour l'instant, que ce soit en 5 minutes ou autre, c'est de la consolidation, donc je vais être assez attentif au price action aujourd'hui, mais là je peux pas encore dire oui, il y a quelque chose de baissier pour l'instant, je vois pas quelque chose d'extraordinaire pour le moment. Je vais surveiller ici cette zone de prix personnellement. Hop, là. Si on commence à perdre cette zone, là, je vais commencer à me dire, ok, donc à peu près la zone des 70 700, c'est vraiment court terme, mais ça pourrait être un point de travail pour les vendeurs, éventuellement, avant de soit le recasser, ce qui serait positif, soit confirmer que le prix s'installe dessous, et donc à ce moment-là, éventuellement, retracer une partie du mouvement haussier qu'on a eu en début de semaine. Enfin, surtout ici à partir de lundi, donc c'était quelque part par là, de mémoire, ouais, ici, à partir du prix d'ouverture weekly. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc là c'est plutôt macro, va vraiment falloir faire attention. On est sur ce niveau-là depuis la mi-mars environ. Ça, on peut le voir de manière un petit peu plus précise sur la map de liquidité. Vous voyez qu'il y a un trou de liquidité entre 60 000 et 72 000, 73 000 $. Donc le Bitcoin a pas mal rangé sur ce niveau-là. Pas mal de liquidités qui ont été utilisées. On a justement un manque de liquidité sur cette zone-là. Les résistances et les supports se trouvent un peu plus loin. Donc le prochain support, il est vers le niveau des 58 $, peut-être même un peu en dessous, vers 56 000. C'est cette zone-là, 56-58 000. Et pour la résistance, il va falloir franchir toujours le même niveau que sur ces précédentes semaines, le niveau environ des 73 000, 74 000 $. Donc voilà, en gros, le niveau de résistance et de support tant qu'on est à l'intérieur. Il n'y aura rien à faire sur le Bitcoin. S'il casse le support, là, il faudra se préparer à une chute plus douloureuse. S'il casse la résistance, on aura notre fameux signal d'achat. Et entre les deux, le Bitcoin peut descendre à 65 000, à 60 000, à 58 000. Il n'y aura pas grand-chose à faire. Ça ne voudra pas dire qu'on a un signal de vente. Le Bitcoin est tout simplement encore en train de ranger sur cette zone-là. Donc, vous le voyez, une zone ici en mensuel qui paraît assez fine. Mais voilà, c'est la fameuse zone, grosse zone de range, de résistance à long terme sur le Bitcoin et de range à court terme. Voici un journal de trading 100% gratuit, simple et efficace. Ce journal peut centraliser toutes vos positions et les trier selon différents paramètres. On peut retrouver par exemple un historique complet, trier en fonction des paires, afficher une vue calendrier ou encore trier en fonction des stratégies. On va pouvoir afficher aussi énormément de statistiques, comme vos résultats journaliers, mais aussi votre win rate, le nombre de positions en perte, le nombre de positions à break-even, et la partie que je trouve la plus intéressante, où l'on peut déjà remarquer d'un simple coup d'œil qu'on injecte autant de capital sur Bitcoin que sur Ether,
Mais en termes de résultats par actif, on est beaucoup plus profitable sur Bitcoin que sur Ether. Ensuite, côté gaming, on commence par une superbe étape franchie par l'écosystème Ronin, donc la blockchain spécialisée gaming qui a été créée par le précurseur des Play to Earn qui s'appelle Axie Infinity. Dites-vous que là, en fait, il y a plus de 20 millions de wallets enregistrés sur cet écosystème. Donc vraiment, c'est fou. À titre comparatif, par exemple, sur IMX, sur Immutable X, c'est 2,5 millions. Donc vraiment, Ronin est en train de faire un carton plein côté gaming. Le token se porte très très bien. Il est à 3,13$ avec une très belle progression sur l'année. On est à plus 180%. Et je vous le rappelle, j'en ai parlé, je crois, avant-hier dans la vidéo, mais il y a toujours les $55 de run à gagner avec Coinbase. C'est entièrement gratuit. Moi, du coup, j'ai tout fait. Ça m'a pris environ 20 minutes pour tout faire. Et puis, voilà, vous aurez du coup $55 de run. Et pourquoi pas donc les stacker sur certains validateurs, notamment ceux qui ont la coche verte, parce qu'on sait qu'ils partiront pas. Et peut-être qu'en faisant ça, notamment par exemple chez Animocabrens, on pourrait percevoir un jour du airdrop. Ça a déjà été le cas pour certains validateurs. Donc pourquoi pas, je me dis, et je le répète, c'est gratuit pour les $55. Et dans tous les cas, l'écosystème Ronin est un écosystème à surveiller impérativement dans le gros narratif gaming de ce bull run. Land Rocker, un jeu de tir spatial en cours de développement sur Polygon. Dans ce jeu multijoueur, vous pouvez voyager vers un nombre infini de planètes, les libérer du contrôle des extraterrestres et lancer des missions de minage pour collecter des ressources rares et précieuses, comme des matériaux de fabrication et des cryptos. Avec des milliers de planètes, l'étendue du jeu se veut pratiquement sans limite. Le jeu propose également une méta-narrative dynamique qui évolue de manière saisonnière, directement influencée par les actions des joueurs. La force de votre équipement et la quantité de carburant que vous avez sont essentiels pour débloquer les régions les plus éloignées dans l'espace. Vos armes et votre équipement vous aideront à capturer des planètes contrôlées par les extraterrestres, et votre rover est la clé de toutes les missions. Votre mission, c'est de voyager, d'explorer et de conquérir des territoires inexplorés, qui regorgent de trésors précieux et de matériaux rares. Plus vous avez de carburant, plus vous pouvez explorer de nouveaux mondes. Ce jeu vous propose différents modes, tels que le minage, le tir, la conquête de villes, le Battle Royale et bien plus encore. Et ce n'est pas tout, l'équipe de développement affirme que d'autres saisons et modes de jeu arriveront bientôt afin de rendre l'expérience encore plus époustouflante. Les planètes vous permettent également de gagner des revenus passifs chaque fois que d'autres joueurs explorent votre territoire, ajoutant une couche stratégique à vos missions spatiales dans cet univers de jeu en constante évolution. Land Rocker a récemment lancé la saison 0 le 30 mai, et la saison est actuellement en cours à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ce jeu est gratuit dès son lancement, et les joueurs peuvent gagner des points en capturant des bases ou en tuant des extraterrestres sur diverses planètes. Et la raison pour laquelle nous vous en parlons en tant qu'actualité du mois est qu'une cagnotte de 20 millions de LRT est actuellement mise à disposition des meilleurs joueurs qui peuvent grimper dans un classement et avoir également la chance de remporter 5000 USDT. Comme vous pouvez le voir à l'écran, est un jeu qui représente un personnage qui vient d'atterrir sur une planète. Et sur cette planète, il va devoir capturer des illuviales, des petites créatures, un peu à la Pokémon, et de pouvoir construire son équipe. Et ensuite de concourir contre d'autres personnes ou d'autres illuviales. Il faut savoir que le jeu Illuvium est divisé en 4 petits jeux. Vous allez avoir Illuvium Arena pour pouvoir combattre avec vos illuviales contre une autre personne. Vous allez avoir Illuvium Overworld, c'est là où vous allez pouvoir à la Assassin's Creed faire vos petites recherches ou à la Minecraft aller chercher vos différentes ressources et capturer des illuviales. Et ensuite vous avez Illuvial 0. Là, c'est si vous avez une parcelle de terrain sur Illuvium, vous pouvez venir construire votre petite ville pour créer des crypto-tags. Vous aurez la possibilité de les échanger contre des Ethereum. Et ensuite, vous avez Illuvium B1. Vous l'avez donc compris, le jeu se base sur les illuviales. About the same size. Ça y est, ils sont là. Depuis des décennies, a long time ago, dans une galaxie far, far away, on nous a présenté les robots comme la figure emblématique du futur. Mais il se pourrait bien que nous soyons à présent arrivés au moment décisif, l'année 0, le point de départ d'une humanité nouvelle. C'est ici et maintenant de l'avènement de la robotique où les R2D2 et C3PO de notre futur sont à nos portes et s'apprêtent à investir notre quotidien de toutes parts. Il faut dire que depuis les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle,
avec un chat GPT d'OpenAI qui arrive à challenger le test de Turing et sa question existentielle « Une machine peut-elle penser ?», l'interaction homme-machine se voit propulsée bien au-delà de ce que nous connaissions jusqu'ici. L'industrie de la robotique humanoïde est sous le feu des projecteurs et les déclarations, les images fusent des laboratoires de Tesla, Boston Dynamics, Figure AI ou des Chinois LimX et Unitree Robotics. La course au robot est lancée et si on en croit Ted Person du groupe EQT Venture, on a de quoi s'en réjouir car, de Léonard de Vinci à la science-fiction d'aujourd'hui, l'homme rêve de robots humanoïdes depuis plus de 500 ans. C'est donc un privilège d'assister à l'émergence de ces technologies qui se matérialisent sous nos yeux en temps réel. Et il ajoute, l'impact des androïdes se joignant à notre force de travail humaine selon nos conditions sera révolutionnaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Vaste programme. Alors pour dignement fêter l'arrivée de nos nouveaux compagnons en humanité, on vous a préparé une présentation en grande pompe dans laquelle nous allons voir qui sont les principaux acteurs de cette industrie des robots IA. Quels sont les différents domaines d'application de ces androïdes, les enjeux, les perspectives du marché, mais aussi les conséquences de notre cohabitation avec l'équipe des Optimus, Atlas, Sophia, Grace, Mirokai, Eve ou Neo dans notre quotidien. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.